Le cerveau humain, c'est peut-être bien l'objet le plus complexe qu'on connaisse dans l'univers. Et au cœur de toute cette complexité, il y a le plus grand des mystères, la conscience. D'où est-ce que ça vient, cette petite voix intérieure, cette expérience d'être soi? Comment une simple information se transforme en une pensée bien réelle dans notre esprit? Cette question, elle peut paraître toute simple, mais en réalité, elle est au cœur de tout. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est plus seulement une énigme pour les philosophes, c'est devenu un vrai problème que la science peut observer, mesurer. Il y a un moment clé, une bascule, où un signal venu de nos sens devient une part de notre expérience. C'est ces moments-là qu'on va explorer. Alors, pour être bien clair, les scientifiques, pour pouvoir tester tout ça, se concentrent sur un aspect bien précis, ce qu'ils appellent la conscience d'accès. On ne parle pas ici de l'expérience subjective de voir la couleur rouge, mais plutôt des mécanismes qui font qu'une information devient tout à coup disponible pour le reste de notre esprit. Ok, donc il y a ce fameux seuil de la conscience. Mais comment est-ce qu'une information le franchit? Pourquoi celle-ci et pas une autre alors que notre cerveau en traite des milliers à chaque seconde sans qu'on s'en rende compte? Pour bien comprendre ce qui passe au-dessus du seuil, il faut d'abord voir ce qui se passe en dessous. Notre cerveau est une machine absolument incroyable, qui traite une quantité folle d'informations en parallèle. En ce moment même, il analyse des sons, il ajuste notre posture, il régule notre cœur. Tout ça, ça se passe dans l'ombre, en mode automatique. C'est ultra rapide, super efficace, mais totalement inconscient. Et puis, d'un seul coup, une information sort du lot. Ce n'est pas un processus graduel, attention. La recherche nous montre que c'est un phénomène de tout ou rien. L'info ne devient pas un petit peu consciente? Non. Soit elle reste sous le radar, soit elle s'embrase littéralement et devient accessible à tout notre esprit. C'est cette ignition qui nous intéresse. Bon, alors, quels sont les ingrédients nécessaires pour cette fameuse ignition? Après des dizaines d'années de recherche, les sciences cognitives ont identifié 4 grandes idées, 4 clés, qui s'assemblent pour former une théorie assez solide. On va les découvrir ensemble. La première clé, on pourrait l'appeler le PDG du cerveau. L'idée, c'est qu'il existe une sorte de système de supervision, un grand chef, qui n'intervient que lorsque les tâches de routine ne suffisent plus. Quand on fait quelque chose d'habituel, comme lire un mot qu'on connaît bien, ça se fait tout seul. Mais dès qu'on est face à un problème nouveau ou un peu complexe, un système de plus haut niveau prend les commandes. Ce système constitue souvent dans le cortex préfrontal, met les automatismes en pause et dirige les ressources là où il faut. C'est l'entrée en scène de ce PDG qui correspond à l'expérience consciente. Deuxième clé, et c'est une contrainte fondamentale, le goulot d'étranglement. Autant notre cerveau peut gérer des tonnes d'infos en même temps de manière inconsciente, autant notre conscience, elle, est très limitée. C'est simple, elle ne peut traiter qu'une seule information à la fois. Il y a une expérience qui illustre ça parfaitement. C'est le clignement attentionnel. Le principe est simple, il faut repérer 2 chiffres dans une série de lettres qui défilent très vite. Le premier, on le voit sans problème. Mais si le deuxième apparaît juste après, eh bien très souvent on le rate complètement. Pourquoi? Parce que notre conscience est encore occupée à traiter le premier. Elle est momentanément aveugle au reste. C'est la preuve qu'elle gère les choses en série, une par une. Troisième idée clé. La conscience, ce n'est pas une flèche d'information à sens unique qui monte vers le sommet du cerveau. Non, c'est bien plus dynamique. Il faut l'imaginer un peu comme une chambre d'écho neuronale, une sorte de réverbération. Une information non consciente, c'est comme une petite vague rapide qui traverse les aires du cerveau et qui disparaît. Mais pour qu'elle devienne consciente, il faut autre chose. Les aires supérieures du cerveau doivent renvoyer un signal en arrière vers les aires qui ont reçu l'info au départ. Ça crée une boucle, un écho, qui maintient l'information active, stable dans le temps. C'est cet écho qui dure qui est la base de la pensée consciente. Et on arrive à la 4e et dernière clé qui répond à la question « Mais à quoi ça sert la conscience ?» Eh bien, sa fonction principale, c'est de partager l'information. Notre cerveau est fait de plein de modules spécialisés. Un pour la mémoire, un pour le langage, un pour le mouvement. Normalement, ils travaillent un peu chacun dans leur coin. La conscience, elle, agit comme un espace de travail commun. Quand une information est jugée importante, elle est placée dans cet espace et diffusée à tous les autres modules. D'un coup, le langage peut mettre un mot dessus, la mémoire peut l'enregistrer et le système moteur peut s'en servir pour agir. Voilà, on a nos 4 clés, un superviseur, un goulot d'étranglement, des boucles en écho et une diffusion globale. Si on assemble toutes ces pièces du puzzle, on obtient l'une des théories les plus importantes aujourd'hui, la théorie de l'espace de travail neuronal global. Donc si on résume, la différence est
énorme. Une info subliminale, c'est une petite étincelle rapide, locale, qui s'éteint aussi vite qu'elle est apparue. À l'inverse, une info consciente, c'est l'ignition. C'est un processus un peu plus lent au démarrage, mais qui déclenche une activité cérébrale à grande échelle, qui se maintient dans le temps grâce à ces fameux échos et qui est disponible pour tout le cerveau. Ça, c'est la signature d'une pensée consciente. Mais attention, tout ça, ce n'est pas juste une belle théorie de laboratoire. Ça a des implications concrètes, profondes, et qui nous emmènent directement au chevet de certains patients. En neurologie, c'est un vrai casse-tête de différencier ces états. Un patient en état végétatif a les yeux ouverts, des cycles de sommeil, mais ne semble montrer aucun signe de conscience. À l'inverse, une personne en locked-in syndrome est totalement consciente, mais piégée dans son corps paralysé. De l'extérieur, comment faire la différence? C'est précisément là que la théorie de l'espace de travail global devient un outil incroyablement puissant. Si la conscience est une activité cérébrale globale et active, alors peut-être qu'on peut la détecter directement, même chez une personne qui ne peut plus communiquer par le corps. C'est la question qui a mené à une expérience révolutionnaire. Des chercheurs ont placé dans un scanner IRMF une patiente diagnostiquée en état végétatif depuis des mois, qui ne montrait absolument aucun signe extérieur de conscience. La première consigne était d'une simplicité géniale. On lui a demandé « Pour répondre oui, imaginez-vous en train de jouer au tennis ». Pourquoi le tennis? Parce que cette activité motrice complexe active une zone bien spécifique du cerveau, l'aire motrice supplémentaire, qui est très facile à repérer sur un scan. Pour la deuxième consigne, on lui a dit « Pour répondre non, imaginez-vous en train de vous promener dans votre maison ». Ça active une autre région, le gyrus parahippocampique, qui gère la navigation spatiale. L'idée était donc d'avoir deux signatures cérébrales claires et distinctes, une pour oui et une pour non. Et ce qui s'est passé ensuite est tout simplement stupéfiant. Quand on lui a posé des questions sur sa vie, son cerveau s'est activé en suivant précisément le bon schéma. Pour oui, c'était l'aire du tennis qui s'allumait. Pour non, celle de la navigation spatiale. Il n'y avait plus aucun doute. Il y avait bien quelqu'un à l'intérieur, un esprit qui comprenait, décidait et répondait. La signature de la conscience était là. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse. Ces recherches ne font pas que redéfinir notre compréhension de la conscience. Elles nous forcent à repenser la frontière même entre la vie et la personne. La science nous donne des outils pour détecter l'esprit, mais la grande question reste, que faisons-nous de cette connaissance ?